bah voilà, achetez tel immeuble dans tel bled pourri, et vous allez pouvoir faire deux love rooms, un logement atypique, et avoir deux SMIC par mois, super, vous êtes rentier. Non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc je pense que ça a apporté de tous quand on se forme. D'accord. Il faut choisir auprès de qui on prend la formation et comparer, parce que ceux justement qui vendent la facilité souvent ne vendent pas de l'immobilier, mais ils vendent le moyen d'y arriver. Donc quand on essaye de vendre des pelles plutôt que d'aller chercher de l'or, c'est jamais bon signe, à mon avis. Euh, voilà, donc je pense que c'est faisable. C'est à la portée de tous si et seulement si on se forme, mais c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Bonjour Soufiane. Bonjour Eric. Bien. Alors Soufiane, donc très content de t'avoir. T'es un peu une des stars, je trouve, de LinkedIn parce que tu as ce tour de force de quasiment poster tous les jours, ce dont moi je suis totalement incapable. Donc je suis toujours admiratif. On voit ces posts qui arrivent assez souvent. Alors parfois avec un petit ton provocateur, parfois avec un petit ton qui est peut-être sarcastique, mais pas dans le mauvais sens du terme hein, quand je dis ça, mais toujours avec une réflexion derrière et qui appelle en fait à s'interroger sur une pratique immobilière, etc. Donc voilà, il y a toujours ce petit poste quotidien. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Soufiane, c'est qui? Pour ceux qui n'auraient pas la chance de te suivre sur LinkedIn, mais ce qu'ils vont faire après l'épisode. Bah déjà, écoute, merci Eric de l'invitation. Sofiane, c'est qui? Alors moi, je suis un ancien CGP. Comme j'avais pas du tout d'appétence vers tout ce qui est marché financier et que je suis quelqu'un qui aime les choses tangibles, je me suis vite dirigé vers l'immobilier. Donc au début, tout ce qui était investissement immobilier packagé, classique, donc soit dans du neuf, soit dans de l'ancien, Malraux, monument historique, toutes ces choses-là. Ouais. Et puis je me suis vite rendu compte que ces produits étaient très bien, mais pas forcément adaptés à tous. Et donc j'ai commencé à faire en 2014 ce qu'on appelle aujourd'hui du clé en main, où il y a beaucoup d'acteurs qui en font. Au début de l'ancien, hein, rénové avec des copains que j'avais qui étaient marchands, où je suis allé les voir en leur disant, bah voilà, moi je travaille dans un cabinet de gestion de pâtes. Aujourd'hui on a des clients, les produits qu'on a ne font pas forcément le bonheur de tout le monde parce que les gens veulent investir près de chez eux parfois, parce que ils ont peut-être un peu plus de sensibilité à l'ancien. Et donc ça a commencé comme ça a plutôt bien fonctionné. Et donc j'ai monté ma structure en fin 2018, début 2019, qui s'appelle Habiter ou Investir, dans laquelle je fais du conseil en investissement immobilier et j'accompagne à la fois les professionnels du patrimoine dans le montage de leurs opérations et les particuliers dans leur stratégie de développement d'investissement, donc recherche de biens, gestion des travaux quand il y en a, vraiment le package complet jusqu'à la recherche du financement, la mise en gestion locative, etc. D'accord. Et tu es sur Lyon, hein, je crois. Je suis à Lyon, exactement, ouais. Oui, c'est bien de le préciser parce que peut-être que Ouais, ouais, je suis à certaines Lyon. choses que Alors, tu vas dire bien sûr, on se rapportent davantage à Lyon qu'à d'autres régions complètement, de France, éventuellement. Ouais. exactement. Donc, je Et suis à Lyon. cette activité, tu l'exerces depuis combien de temps? Alors, depuis 2012, Ah oui, 12 ans. oui, oui, donc ça fait une douzaine d'années. Et depuis fin 2018, début 2019, au sein de ma structure, qui s'appelle Habiter ou Investir. Très bien. Bon. Alors, on va avoir une ligne directrice pour cet épisode qui va pas être aussi classique que celle que j'ai l'habitude de faire. Comme tu postes un certain nombre de publications sur les réseaux sociaux, je suis allé en fait en sélectionner un certain nombre. J'ai extrait des phrases, voilà, des choses que tu as pu dire, et ça va nous permettre en fait d'aborder un certain nombre de points qui ont trait évidemment à l'immobilier, à l'investissement, au montage de dossiers, etc. En revanche, avant, Aïe. j'aurais une première question. Comment tu vis cette fin d'année 2024? On sait que l'immobilier
Bon, c'est moyen quand même depuis 1 an et demi environ. Est-ce que tu sens le marché repartir ou est-ce que tu es relativement, ou disons de manière optimiste mais assez tiède? Comment tu vois les choses actuellement? Alors déjà, j'aime pas trop l'expression repartir parce qu'en réalité, le marché il s'est pas arrêté. Le marché il a évolué. C'est-à-dire qu'on est passé d'un marché qui, à mon sens, était euphorique, était même peut-être trop facile, où il suffisait d'avoir un bien et les acheteurs se battaient pour en faire l'acquisition. Donc ça, c'est la période 2014-2022, on va dire, enfin 2015-2022, à une période d'un marché qui d'abord s'est contracté fortement, puisque les taux d'intérêt, je ne refais pas l'histoire, mais en gros, les taux d'intérêt ont fait que perdre du pouvoir d'achat, il faut que les prix s'adaptent pour que la demande redevienne solvable. Ça, c'est la première chose. On a une année 2023 qui est un peu compliquée parce que personne ne sait où va être l'atterrissage des prix. Donc les acheteurs malins se disent on va attendre que les prix baissent. Et les vendeurs se disent, nous, on veut pas vendre à perte. Alors, j'aime pas trop cette expression, parce que quand tu as acheté il y a 15 ans, même si tu fais moins 7% sur une année, quand tu as fait plus 60 les 13 années d'avant, c'est pas très grave. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le marché, en fait, c'est un marché attentiste. Alors c'est pas depuis la rentrée, moi, que je sens qu'il y a un frémissement que entre guillemets, ça repart. C'est plutôt depuis avril dernier, où je pense que les acquéreurs ont pris une donnée, ils ont compris qu'ils avaient le pouvoir. On est passé d'un marché qui était un marché vendeur à un marché acheteur en faveur de la demande solvable. Et donc ces acheteurs aujourd'hui n'hésitent pas à faire des offres et à aller chercher le prix qu'ils veulent. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que me concernant par exemple, moi j'ai eu une période qui a été un peu tendue, qui est la période 2023. Pourquoi? Parce que je suis passé d'une activité très importante, où j'étais en plus en période où je voulais scaler, donc j'avais pris des bureaux plus grands, j'avais recruté une équipe plus importante, etc. Le marché se contracte et donc j'arrive dans un moment où j'ai fait exploser mes frais et où mon activité se réduit légèrement. Elle reste, elle continue d'exister, mais elle se réduit et donc ça va pas dans le sens des frais. Donc l'année 2023 pour moi ça a surtout été une année de remise à plat, de réduction des frais, de recentrage sur ce que je sais faire le mieux. Et donc 2024, pour le coup, c'est une année. Alors évidemment, c'est pas les chiffres de 2021-2022, mais c'est une année plutôt correcte de mon côté. C'est une année où là, aujourd'hui, je dois être à une quarantaine de projets à peu près. Donc plutôt une année convenable. Et en revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis septembre, les acquéreurs reprennent la confiance et donc se disent on a peut-être un atterrissage en termes de prix. Aujourd'hui, les taux ont baissé, puisque si on regarde par rapport à il y a un an, on a perdu quasiment un point. Donc la baisse de taux, elle est là. Et je pense que le discours de dire voilà, un taux, ça se renégocie alors qu'un prix est définitif, commence à être compris des acquéreurs. Oui, Donc, tout à fait. ce que j'explique, c'est que si on veut acheter, c'est évidemment le bon moment. C'est un peu moins le bon moment pour vendre parce que, en effet, les rapports de force ont changé. Et donc, si on est vendeur, il faut, entre guillemets, se plier à la réalité du marché. Bien. Bon, alors on a une analyse qui en plus, je souscris à 100% à tout ce que tu viens de dire, et en plus qui est assez pondéré, donc parfait. Alors justement, moi, je vais tout de suite rebondir là-dessus. Il y a quelques jours, le magazine Capital a titré «C'est le moment d'acheter». Voilà, et tu avais mis la couverture de Capital justement sur un de tes posts. Et puis on était un certain nombre à te dire «Oui, mais enfin Capital, ça fait 20 ans qu'ils disent toujours que c'est le moment d'acheter». Alors, moi, j'aimerais qu'on affine un petit peu cette idée-là quand même. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est davantage le moment d'acheter là, en cette fin 2024, que ça ne l'a été il y a quelques mois, ou est-ce qu'après tout, c'est toujours le bon moment pour acheter quand on veut investir? En réalité, je pense que c'est toujours le bon moment d'acheter quand on achète le bien convenable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on sait créer la valeur ou lorsqu'on sait arriver au prix du bien, c'est-à-dire le prix qui nous correspond et le prix qui fait que l'affaire est rentable, c'est toujours le moment d'acheter. Maintenant, pourquoi j'ai mis en avant cette couverture? C'est parce que l'immobilier, ça repose avant
tout sur la confiance. Le moteur principal de l'immobilier, c'est la confiance. Pourquoi? Parce que 80% des investisseurs vont souscrire à un prêt, souvent sur une durée longue, sur une durée de 15 ans, de 20 ans, voire de 25 ans. Et donc, ne pas avoir confiance en l'avenir, c'est forcément ne pas faire d'investissement. Les unes sont plutôt anxiogènes depuis 1 an et demi, avec explosion de la bulle immobilière, les prix baissent, jusqu'où ça va aller, hausse des taux, etc. Bon, explosion de la bulle, force est de constater que quand le marché corrige en France, sur l'immobilier résidentiel, je dis bien résidentiel parce que c'est pas la même chose pour les bureaux, pour les locaux commerciaux, mais sur le résidentiel, le marché préfère compenser en volume de transactions, c'est-à-dire baisser fortement le nombre de transactions, plutôt qu'en baisse massive de prix. On fait un calcul qui est très simple. On était à 1 250 000 transactions en 2023. On va probablement avoir un atterrissage autour de 780, 800 000 sur 2024. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu quasiment 30% de volume de transactions, mais on n'a pas eu de baisse massive comme ça pourrait l'être. Il y a des secteurs où ça a baissé. Lyon, on a perdu quasiment 14 points en 2 ans. Paris, ça a baissé également. Mais il y a des secteurs où ça a augmenté. Si on prend French Riviera, ça continue d'augmenter. Dans l'est de la France, il y a des villes qui continuent d'augmenter. Troyes, si on prend le bassin de Champagne, Reims, ça continue d'augmenter. Donc en fait, il y a encore des villes qui augmentent. Les villes qui baissent le plus, bizarrement, c'est les villes qui avaient augmenté le plus fortement ces 10 dernières années. Donc en fait, si on lève la tête on prend un peu d'auteur, on se dit que c'est pas très grave de perdre 12 ou 14 points quand on a pris 60 ou 70 points sur les 12-13 années précédentes. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette une en avant pour dire voilà, aujourd'hui, clairement, l'explosion de la bulle n'a pas eu lieu. Je pense que l'explosion de la bulle n'arrivera pas. Je pense même qu'à long terme, les prix vont remonter. Alors peut-être pas de façon si brutale qu'on l'a eu ces 10 dernières années, mais il y a des facteurs qui montrent que les prix vont augmenter. On a de moins en moins de mise en chantier. On a ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire le nombre de logements d'une personne qui est en train d'exploser. Ça, c'est des données sociologiques qu'il faut prendre en compte. Les gens qui nous disent on a des logements vacants, on va pouvoir faire la balance, c'est qu'ils n'ont pas compris le marché. En fait, les logements vacants, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans des zones où il n'y a pas d'activité économique. S'il n'y a pas d'activité économique, les gens ne vont pas habiter là-bas. C'est aussi simple. Donc, on aura beau tripler le montant des logements vacants, etc., des taxes, ça ne changera rien. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à long terme, l'immobilier va continuer d'augmenter, en tout cas il ne baissera pas. Et donc ce que je dis pourquoi je dis c'est le moment d'acheter, c'est parce qu'en fait on arrive à mon avis à un moment où les prix ont baissé, ne baisseront pas plus que ça. Et c'est la seule donnée qui est importante en réalité, parce que c'est la seule donnée qu'on ne change pas, c'est le prix d'achat. Les taux, on peut les changer. S'ils baissent dans 6 mois, dans 1 an, on aura tout loisir de renégocier avec sa banque. Un prix, une fois qu'il est acté, c'est fini. D'ailleurs, je me permets de rajouter un truc, c'est que le dernier trimestre, on a vu que les prix avaient commencé à augmenter dans certaines villes. C'est notamment le cas à Lyon. Ça reprend également à Paris. Alors c'est une toute petite hausse, on parle de plus 0,9, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance baissière, elle est cassée et qu'aujourd'hui, les vendeurs et le marché comprend que ça va repartir. Tout à fait. On a plus de chances de voir des prix remonter dans les mois qui viennent que des prix continuer à diminuer dans la mesure où ils ont diminué. Parce que tu as raison de le dire, c'est pas toujours le cas partout. Sur la bulle, moi, j'ai presque envie d'ajouter un truc, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de bulle immobilière qui a éclaté véritablement en France. En fait, c'est une espèce de fantasme et que je trouve extrêmement agaçant parce que ça nourrit comme ça une espèce de noirceur, de vision apocalyptique de l'immobilier avec des risques inconsidérés, mais qui n'ont jamais existé à proprement parler. Donc, tu as raison de souligner ça sur cette bulle immobilière là qui n'a absolument pas éclaté et puis bon. Donc on voit mal comment elle pourrait éclater dans les mois qui viennent. Oui, d'autant plus qu'il y a plusieurs études, excuse-moi, je t'ai coupé, mais d'autant plus qu'il y a plusieurs études qui montrent que le patrimoine des Français est composé en grande partie d'immobilier, souvent leur résidence principale. Et qu'est-ce qu'ils font les Français? Si ils estiment que le prix de vente n'est pas convenable, eh ben, ils sont bien chez eux. Pour la plupart, ils ont un emprunt qu'ils ont fait à des conditions inférieures au taux d'aujourd'hui. Pourquoi ils vendraient quelque chose dans de mauvaises conditions pour aller souscrire un prêt supérieur? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis, le marché résidentiel, ça repose sur je reparle de confiance, mais c'est vraiment quelque chose qui repose sur de l'affect. Aujourd'hui, les Français ont un rapport très particulier à la pierre.
Souvent, c'est le premier investissement qu'on fait, c'est quelque chose qu'on a envie de léguer à ses enfants, et donc on n'a absolument pas envie de brader son patrimoine. Alors, on va, pour évoquer un autre sujet, tu as dit récemment que il fallait faire attention de choisir un secteur géographique en fonction d'un rendement théorique quand on voulait acheter un bien. Et tu as eu cette phrase, il vaut mieux un 4,5% loué qu'un 10% dans tes rêves. Alors j'ai deux questions par rapport à ça. La première, mais dis donc, ça veut dire que des rendements d'immobilier à 15 ou 18%, ça n'existe pas. Bon, c'est un peu ironique hein, la question, mais ça va permettre que tu nous dises c'est quoi aujourd'hui des rendements de l'immobilier, et puis que tu expliques un petit peu plus cette phrase qui vaut mieux 4,5% loué que 10% dans tes rêves. Bon, c'est un peu provoque, hein, comme d'habitude, mes posts, c'est pour faire réagir et susciter le débat, mais je te remercie de saisir l'opportunité. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que bon, les réseaux sociaux, c'est bien. On a plein de gens qui nous expliquent qui sont les meilleurs et que tout le monde peut faire pareil, que l'immobilier c'est hyper facile et qu'on peut s'enrichir hyper facilement. Bon, ok, soit. Et donc j'ai souvent des prospects qui m'appellent en me disant, bah voilà, j'ai X somme d'argent, je voudrais faire un placement et donc je voudrais faire un investissement locatif qui me rapporte 8, 10, 12, 14%. Bon, première chose, moi mon travail c'est quand même de les raisonner. La théorie c'est quoi? euh, on peut tous, en ce moment il y a la grande mode des immeubles de rapport. Donc les gens me disent voilà, il y a des immeubles de rapport, on a 12, 14, 15%. Ok. Un immeuble de rapport, c'est un super outil quand tu es dans une zone géographique où, un, il y a de la demande, deux, la demande est solvable, parce que qu'il y a des locataires, il n'y a pas de souci, hein. Demain, tu achètes un immeuble à Nîmes, à Béziers, tu vas avoir des demandes, il n'y a pas de problème. Après, ou à Perpignan d'ailleurs, tu vas avoir des demandes, mais sauf que Perpignan, bah, c'est une des villes les plus pauvres de France. Donc il faut faire déjà la différence entre la demande et la demande solvable. C'est-à-dire celle qui est en capacité de payer un loyer et d'assurer un rendement 12 mois sur 12. Donc première chose, vacances locatives. Est-ce qu'on a un marché qui fait qu'on va pouvoir louer notre bien? Dans les villes moyennes, il y a des villes moyennes que j'aime beaucoup, Reims, Troyes par exemple, qui sont des super villes. Il y a des villes moyennes que j'aime moins, Perpignan, comme je viens de le dire. Pour moi, c'est un secteur qui est plutôt dangereux parce que une des villes les plus pauvres de France, ça se joue à des micro-rues, les secteurs qui sont intéressants. Donc première chose, est-ce que mon bien va être loué? Deuxième chose, s'il est loué, est-ce que les gens vont être en capacité de payer? Et donc c'est pour ça que j'explique souvent, quand on fait de l'investissement immobilier, c'est un peu comme quand on va sur les marchés financiers, il y a des actions d'un côté, il y a des obligations de l'autre. Les obligations, c'est un truc qui paye pas beaucoup, mais en revanche, on est sûr d'avoir sa REM à chaque fois et que la valeur ne parte pas, ne baisse pas trop. Les actions, c'est quoi? Bah, c'est une prise de risque un peu plus importante. Une prise de risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut espérer un rendement supérieur, mais c'est pas toujours le cas et on peut perdre. Et ben c'est dans ce sens-là que j'explique que la théorie en immobilier c'est bien, mais que la pratique c'est encore mieux. Nous, on a une ville qui est pas très loin de Lyon, qui s'appelle Saint-Étienne, où il y a beaucoup d'investisseurs qui vont. Alors Saint-Étienne, tu as des zones qui sont top où tu peux investir. En revanche, il faut aussi se poser la question quand tu as un prix du foncier à 2000 euros du mètre, c'est-à-dire que quasiment n'importe qui peut acheter un bien. Pourquoi ces gens ne deviennent pas propriétaires plutôt que d'être locataires? Et donc ces gens, ils deviennent propriétaires en réalité quand ils travaillent. Donc ça veut dire que la qualité des locataires, et ben forcément, c'est des personnes qui sont plus sensibles économiquement, ou en tout cas plus fragiles. Et donc c'est pour ça que la théorie, c'est bien, chercher du rendement, on le comprend, mais c'est pas le moteur principal de l'investissement. Il faut envisager ça avec une valorisation de l'actif à long terme, il faut regarder son TRI, il faut regarder les travaux qu'on va avoir à faire, il faut regarder plein de choses. Et c'est pour ça que je suis un peu provoque sur cette histoire de rendement, c'est parce que avec les vidéos qu'on voit à chaque fois, les gens nous disent ouais mais comment ça se fait qu'il y a que 6% de rendement ou 5% de rendement dans telle ville? Alors, oui, mais les 5% de rendement, ils sont sûrs. Demain, tu mets une annonce dans n'importe quel arrondissement de Lyon, tu vas avoir 30 ou 40 demandes dans les 24 heures. Et dans les 30 ou 40 demandes, il y en a un tiers qui seront
des super profils. Donc il n'y a pas de question à se poser en réalité. Et c'est important de se dire aussi que si on a un 10% par an, mais que l'appartement est vide 3 ou 4 mois dans l'année, bah, ce 10 finalement il va se rapprocher de la rentabilité dans un secteur patrimonial. Et donc le risque, à mon avis, vaut pas le coup. Bien. Autre phrase que j'extrais du bréviaire Soufiane, tu as dit il faut pas faire le rat quand on fait de la rénovation d'un appartement. Il faut pas faire le rat. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est de ne pas faire le rat et pourquoi il faut pas faire le rat? Bon, alors première chose, ne pas faire le rat, c'est ne pas faire des rénovations avec des produits cheap. Pareil, encore une phrase un peu provoque. Merci de la saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien dire qu'on a les locataires qu'on mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une rénovation de qualité, déjà, première chose, ça va être une rénovation qui va être durable dans le temps. D'accord? Quand on prend des matériaux de qualité, ils seront plus pérennes, ça fonctionnera plus longtemps. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas d'entretien à faire tous les 2 ans, tous les 3 ans, comme ça peut être le cas quand on prend des produits cheap qui ont une durée de vie plus courte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors aujourd'hui, c'est facile de louer quand on est dans un secteur tendu parce qu'il y a une tension locative qui est accrue, qui est énorme. D'accord? On a plus de demandes que de biens disponibles. En revanche, si on veut attirer les meilleurs profils et avoir des locataires qui restent longtemps, donc toujours dans cette stratégie de ne pas avoir de vacances locatives, il faut proposer des biens de qualité. Moi, je pense que l'immobilier et l'investissement immobilier, c'est vertueux. Que si on propose des produits de qualité, eh ben on va avoir des locataires tout le temps, on va avoir des locataires de qualité, on va avoir des locataires qui font attention. Moi, souvent, dans les rénovations que je fais pour mes clients, parfois, quand je mets, même sur Link, quand je mets le résultat, on me dit ah, mais t'as fait ça pour du locatif. Sous-entendu, il n'y avait pas besoin de faire ça. Oui, en effet, il n'y a pas besoin de faire ça et on l'aurait loué aussi si on avait mis des prestats moins bien. Mais pour économiser quoi au final? Sur un 40 mètres carrés, économiser 4 ou 5 000, c'est rien en fait, c'est zéro. Et à long terme, ça valorise le bien. Il faut penser aussi revente hein, quand on fait un investissement. Quand on fait un investissement locatif et qu'on a des matériaux de qualité, même si on se projette sur des durées longues quand on veut le garder, si demain on doit le revendre, eh ben c'est tout de suite plus facile de vendre un bien de qualité. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de rat, parce que j'ai certaines rénovations voilà, qui me font un peu peur. J'ai compris qu'il ne faut pas faire le rat, effectivement. Alors, t'es pas le seul à le dire, mais en même temps, c'est pas toujours une affirmation qui est partagée par tout le monde, hein, non plus. Il faut le reconnaître. J'avoue que ça, c'est pas ce qui, à court terme en tout cas, on peut penser que ça va gréver la rentabilité, mais c'est faux. Encore une fois, c'est faux. Oui, j'ai bien compris que toi, tu es quand même sur une vision d'investissement sur le long terme, parce que c'est un petit peu ce qui ressort de tout ce que tu dis depuis qu'on a commencé à échanger. Oui. J'aimerais qu'on parle un petit peu de location courte durée, parce que tu t'es exprimé plusieurs fois ces dernières semaines sur cette question-là. Alors on sait que la fiscalité, on est un peu en attente d'une fiscalité à ce sujet-là, peut-être dans la prochaine loi de finances. On sait aussi que les villes posent de plus en plus de restrictions sur cette fameuse location courte durée, donc de type Airbnb. Alors, est-ce à dire que c'est mort, que c'est fini, que l'âge d'or de la location courte durée c'est terminé, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Comment tu argumentes, comment tu expliques à tes prospects qui veulent faire de l'investissement de location courte durée, est-ce que tu les dissuades ou est-ce que tu les conseilles différemment que ce que tu faisais il y a encore quelques années? D'abord, c'est tout sauf une surprise. Hein. On sait depuis des années que la location courte durée va être contrainte, qu'il y a un risque législatif. C'est tout sauf une surprise. On l'a décalé, on y a échappé l'année dernière, on y avait échappé l'année d'avant. On voit ce qui a été fait à Lisbonne, on voit ce qui a été fait à Amsterdam, on voit ce qui a été fait à New York. Ça nous donne des indicateurs quand même de ce qui va se faire dans les grandes villes. Donc, c'est pas une surprise. Partant de ce postulat, quand j'ai des clients qui veulent faire de la location courte durée, quand j'en avais il y a 1 an, quand j'en avais il y a 2 ans, j'avais le même discours. C'est-à-dire que je leur disais que la location courte durée, c'est un booster temporaire de rendement, mais qu'il faut que l'investissement se suffise sans location courte durée. Je prends un exemple simple. Tu achètes un appartement, tu veux l'exploiter en LCD.
Si demain on te dit que tu n'as plus le droit d'exploiter cet appartement en LCD, mais que tu dois le mettre en location courte durée, en location longue durée, est-ce que tu es content d'avoir cet appartement? Si la réponse est oui, pas de souci, tu peux y aller. Si tu veux absolument faire de la LCD, ce que je conseille, c'est d'acheter un local commercial, c'est-à-dire un bien à destination commerciale, de faire un changement de sous-destination, donc de le passer en unité à destination hôtelière, et auquel cas, il n'y a pas de souci, puisqu'on achète une unité commerciale. Donc ça, c'est pérenne dans le temps. La fiscalité peut évoluer comme toute la fiscalité en France peut évoluer. De toute façon, on va pas y couper. En revanche, sur la partie risque législatif, risque d'exploitation, il n'y a pas de sujet. Donc ça, c'est quelque chose que je dis depuis longtemps. C'est ce qui d'ailleurs m'a valu plusieurs commentaires en me disant que j'étais anti-Airbnb. Non, je suis pas anti-Airbnb parce que je dis à mes clients d'être prévoyants. Ce que je pense, c'est que quand on fait un investissement, encore une fois, sur une durée de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, qu'on prend des prêts, demain, si je fais tout mon prévisionnel en me disant je vais avoir 1200 euros ou 1500 euros de revenus locatifs en LCD, mais que je passe à 700 en longue durée, est-ce que je suis content? Non, je suis pas content. En revanche, si j'ai fait mon prévisionnel en me disant j'ai 700, mais pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, le temps que ça dure, eh ben, j'ai un booster temporaire via la LCD ou d'ailleurs via la colocation ou via un autre mécanisme, peu importe. Mais voilà, je les envisage comme des boosters. Ce que je dis souvent, c'est que c'est du dopage économique et le dopage, on sait que ça dure pas longtemps. Donc, ça dure le temps que ça dure. Ça booste le rendement. Ça permet d'avancer sur d'autres projets également. Mais c'est pas pérenne à mon sens. Oui, en fait, tu veux dire, faites de la location courte durée, c'est pas un souci, mais il y ait un plan B et un plan B fiable. Oui. Pour ceux qui veulent faire de la LCD, moi, c'est pas ce que je recommande à mes clients parce que c'est pas ce que je préfère comme mode d'exploitation. En revanche, ceux qui veulent absolument en faire, eh ben, n'oubliez pas que si demain ça s'arrête, il faut que vous ayez un plan B parce que vous achetez de l'habitation avant tout. Alors, pareil, dans un récent post, tu parlais d'un prospect qui t'avait dit qu'il allait chercher de son côté. Et toi, tu détaillais dans ce post que peut-être... Alors, tu le disais pas comme ça, mais moi, je l'ai compris que tu avais envie de dire à ton prospect qu'il devait sous-estimer l'ampleur du travail d'accompagnement que tu effectuais. Et tu détaillais ce travail. Tu parlais voilà, de recherche du bien, de montage du dossier, de suivi des travaux, l'ameublement, la mise en location. Et tu concluais en disant... Et ça pourrait être le financement parce qu'on sait faire. Voilà. Alors... Ça, c'est un petit peu le mode d'emploi de ce que tu as décrit au début, hein, c'est-à-dire cet accompagnement clé en main. Alors, est-ce que tu peux décrire, est-ce qu'on peut prendre chacune des étapes? Recherche de biens, je crois que tu travailles dans ce cas-là dans le cadre d'un mandat de recherche. Oui. Donc voilà. Alors j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu parce que c'est une des démonstrations qui font que toi et d'autres... les gens ne travaillent pas n'importe comment. Ils travaillent dans le cadre d'un mandat, de choses extrêmement carrées. Et donc, j'aimerais bien qu'on réexplique en fait à nos auditeurs, qui ne savent pas toujours, qu'est-ce que c'est qu'un mandat de recherche. Alors, déjà dans le process, comment ça se passe? Quand je rencontre un prospect, je fais ce qu'on appelle un rendez-vous découverte avec lui pour qu'il m'explique un peu son projet, ses envies. Je l'écoute surtout et je rentre pas dans l'explication de ce que je pense parce que je trouve que c'est important d'écouter les attentes des clients. C'est pour ça que quand je te parlais de rendement, etc., c'est des choses qui sont importantes pour ensuite remettre de la rationalité dans le projet. Une fois que j'ai fait ce premier rendez-vous découverte, j'explique mon mode de fonctionnement. Donc mon mode de fonctionnement, c'est que je ne travaille qu'en mandat de recherche et en mandat de recherche exclusif. Pourquoi exclusif? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des recherches et que demain le prospect me dise j'ai trouvé par mon oncle, ma tante, le Bon Coin, peu importe. Donc je travaille en mandat de recherche exclusif. Un mandat de recherche exclusif selon des critères qu'on a définis avec le client. Donc premier rendez-vous, il m'explique un peu son projet. Deuxième rendez-vous, cette fois, on va rentrer dans le vif avec une fiche information personnelle client. Donc, je lui demande pas mal d'éléments concernant son patrimoine, ses capacités financières, pas mal de choses qui me permettent de dresser ses objectifs, son appétence au risque. Voilà, pas mal de ses motivations, les motivations principales. En fonction de ça, je définis un profil investisseur. Et ça nous permet d'aller sur une typologie de biens.
Donc un secteur, un mode d'exploitation, une enveloppe budgétaire, etc. Et en fonction de ça, ensuite, via le mandat de recherche qu'on aura signé, je vais chercher des biens. Et ces biens, ensuite, je vais à chaque fois vérifier quand ils sont en copropriété, par exemple, l'état de la copro, les règles urbanistiques. Si demain j'ai un prospect qui me dit je veux faire de la colocation, est-ce que c'est autorisé par le règlement de copropriété ou pas? Quelles sont les mesures de l'urbanisme dans la ville vis-à-vis de ce mode d'exploitation? Est-ce qu'il y a un plafonnement? Est-ce qu'il y a un encadrement? Voilà, pas mal de choses. Et donc ça me permet de définir le profil, le bien, et ensuite une fois qu'on a trouvé le bien, s'il y a des travaux, on fait la gestion des travaux via les entreprises partenaires. Ensuite, on fait si besoin de financement, on va chercher également, je travaille avec un cabinet de courtage pour toute la partie financement. Donc s'il y a besoin, on accompagne notre client sur ça. Et ensuite, on accompagne notre client également dans la mise en place de la location et de la gestion locative via notre partenaire. Moi, je ne fais pas de gestion locative toute l'année parce que c'est chronophage et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. En revanche, je fais la première mise en location pour mes clients. Et je l'ai confié à une régie partenaire avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis quelques années aujourd'hui et avec qui ça se passe très bien. D'accord. Donc tu peux suivre le dossier de A à Z. Oui. Ouais. C'est ce que je fais en réalité. Là. J'ai beaucoup de clients qui sont soit des chefs d'entreprise, soit des personnes qui ne sont pas forcément en France ou en tout cas qui sont très mobiles, qui n'ont pas du tout envie de s'en occuper. Donc en fait, le plus gros du temps, c'est de faire les 2 premiers rendez-vous. Et ensuite, une fois qu'ils m'ont validé une adresse, on fonctionne beaucoup par WhatsApp, je leur fais des vidéos, etc. Et ensuite, ils me font confiance pour les accompagner sur le projet. D'accord. Donc oui, tu réponds en fait à la question que je voulais te poser. Donc tu as une bonne part de ta clientèle qui fonctionne de cette manière, qui trouve un avantage à ce service clé en main de A à Z pour trouver un investissement du fait qu'ils ne sont pas nécessairement présents. Pas présents ou en tout cas qui n'ont pas forcément envie de s'en occuper. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise, des médecins, des professions libérales qui ont des emplois du temps hyper chargés. Qui souvent, là je prends un autre exemple sur un prospect, j'en ai parlé il y a une dizaine de jours aussi. J'ai trouvé un bien pour un prospect qui est médecin. Il a tellement pas le temps de s'en occuper que quand il m'a montré son screen, il m'a envoyé un screen de son compte courant avec des sommes, 6 chiffres sur le compte courant. Je lui ai dit mais c'est pas possible en fait d'avoir cet argent sur un compte courant. Vous connaissez pas le concept d'érosion monétaire, ça va pas le faire, c'est pas bon du tout. Ça va pas du tout. Donc voilà, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas forcément le temps de faire X visites, ensuite de gérer le suivi des travaux, ensuite la mise en place du mobilier, ensuite, enfin voilà, pas mal de choses. Et donc moi, l'idée, c'est vraiment de faire un accompagnement sur tout le process, et c'est ce qui me permet d'avoir un taux de retransformation, parce que j'ai des clients qui m'ont acheté 2, 3, 4, 5 biens, Oui. donc ils sont plutôt satisfaits de la presta. Alors justement sur ce sujet, j'attends de toi, fidèle à ta réputation, une réponse sans langue de bois. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que l'immobilier, c'est facile, que le rendement, c'est pas compliqué à atteindre, que les agents immobiliers, ça sert à pas grand-chose, que tous ces intermédiaires, en fait, ils font couvrir des portes et tout. Moi, ma question, elle est là. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, trouver un bien pour de l'investissement, le mettre en location, réaliser des travaux, etc., est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou pas ? Alors, je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais à la condition de se former. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est une matière qui est vivante, même si on parle de pierre. Pourquoi? Parce que l'immobilier, ça englobe plusieurs secteurs, plusieurs domaines. Déjà, le premier, qui est le plus important à mon sens, c'est l'aspect législatif. Tu parlais tout à l'heure de location courte durée. C'est très à la mode aujourd'hui, surtout quand on voit des plaquettes avec des rendements à 2 chiffres souvent, en disant voilà, achetez tel immeuble dans tel bled pourri et vous allez pouvoir faire 2 love rooms, un logement atypique et avoir 2 SMIC par mois, super, vous êtes rentier. Non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Il faut regarder la partie législative. 2, il faut regarder également, il faut avoir des connaissances en termes urbanistiques. Il faut avoir des connaissances en termes structurels. Alors si on les a pas, moi j'ai pas la prétention de tout savoir. En revanche, je sais m'entourer. Je travaille en permanence avec
des architectes, je travaille en permanence avec des AMO, avec des contractants généraux qui vont aller vérifier les bâtisses, etc. Donc je pense que c'est à la portée de tous quand on se forme. D'accord ? Il faut choisir les gens auprès de qui on prend l'information et comparer, parce que ceux justement qui vendent la facilité, souvent ne vendent pas de l'immobilier, mais ils vendent le moyen d'y arriver. Donc quand on essaye de vendre des pelles plutôt que d'aller chercher de l'or, c'est jamais bon signe, à mon avis. Voilà. Donc je pense que c'est faisable. C'est à la portée de tous si et seulement si on se forme, mais c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais. Eh bien, écoute, Soufiane, on va rester sur ce que je pense être une parole de sagesse et d'expérience qu'on aimerait entendre beaucoup plus souvent, mais qui permet un petit peu de remettre les choses dans leur priorité et puis dans leur réalité, et qu'effectivement, l'immobilier, c'est pas si simple que certains veulent bien nous faire croire. Voilà. Eh ben, mais il y a Soufiane, des opportunités. Ah oui, tout à fait. Il n'en demeure pas Voilà. moins qu'il y a des opportunités. On est d'accord. Eh bien, Soufiane, je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt. Je t'en prie, Eric. Merci pour l'invitation. Bye bye.